Je veux commencer par remercier Alain Di Meglio et l'autre vice-président de l'Université de Corse, Mathieu Graziani, pour cette invitation à donner une conférence et qui m'a permis aussi d'organiser ce séjour qui pour moi est le premier séjour en Corse. Donc comme l'a annoncé le professeur Di Meglio ou Alain, je vais parler de langue balkanique, mais surtout, je vais me concentrer sur une langue dont la situation est déjà assez compliquée pour l'expliquer en 45 minutes. Et sur les parallèles avec le corse, je compte sur vous qui avez une bien meilleure connaissance de la situation de cette langue. Moi, je me suis un peu plongé, j'ai lu des articles, des ouvrages, mais c'est mon premier contact réel avec le contexte corse. Donc pour moi, c'est vraiment une expérience très riche. Et j'aimerais qu'on discute après sur les points que j'aurais soulevés. Alors vous voyez le logo de notre université, comme ça s'appelle Saint-Clément d'Ocride, donc vous voyez un visage de saint, et vous comprenez que l'alphabet que nous utilisons en Bulgarie, c'est l'alphabet cyrillique. Donc c'est un peu dommage que beaucoup de gens dans les pays d'Europe occidentale, aux États-Unis, pensent que c'est l'alphabet russe. Donc il ne faut pas le dire parce que les Russes l'ont hérité d'une tradition qui s'est d'abord développée dans le cadre de l'Empire byzantin. Et ce sont d'abord les Bulgares qui ont adopté cet alphabet pour développer leur culture liée à la religion chrétienne qui nous arrivait de Byzance. Après, ce sont les Ukrainiens, la principauté de Kiev, qui a précédé les Russes. Donc dire que c'est l'alphabet russe, c'est faux. Bien sûr, c'est le pays qui est le plus connu, le plus grand pays qui utilise cet alphabet et ils ont tendance à s'accaparer de certaines traditions qui ne sont pas toujours les leurs, au moins à l'origine. Bon, je vais commencer par cette carte. Elle vous permet de voir l'évolution des frontières dans la région des Balkans, en commençant par le début du XVIIIe siècle, tout au long du XIXe. Et donc vous voyez que pour le moment, voilà, maintenant commencent à apparaître des frontières, d'États. La Macédoine n'y est pas encore. Donc il faut attendre. Là, on la voit, mais en tant que république dans le cadre de la Yougoslavie. Voilà, à partir de 92, on a déjà un État indépendant qui est marqué ici sous le nom de Macédoine. Donc on va parler de la question de l'appellation de cette langue. Et donc mon exposé sera une tentative d'expliquer certains aspects de ce qu'on appelle la question macédonienne. Alors vous l'avez dans plusieurs langues. Donc le macédonien, ce n'est pas une langue que je parle, c'est une langue que je comprends, peut-être à 90%. Il y a de temps en temps quelques mots que je ne comprends pas, mais dans l'ensemble, je peux faire la conversation avec quelqu'un qui parle macédonien, et donc je vais tenter une prononciation. Makedonsko to prašanje. Bon, en serbe, ça va être Makedonsko pitanje. Donc on a deux alphabets qui sont tous les deux officiels, appris à l'école par les élèves en Serbie. Le bulgare, c'est ma langue. Donc là, je me lance sans inquiétude. Makedonski vapros. Et puis, vous avez aussi les Grecs, ils parlent aussi de la question macédonienne, donc Makedoniko zitima.
Alors, quand on dit macédonien, on se demande de quoi on parle. Est-ce que c'est un toponyme, un ethnonyme ou un glossonyme? Alors, glossonyme avec la racine grecque de langue, est-ce que c'est un nom de langue? Et justement, dans les trois cas, on peut se référer à des réalités différentes. Alors, qu'est-ce que la Macédoine comme notion géographique, ou le toponyme Macédoine? C'est une région qui, ici, pour ne pas imposer un point de vue bulgare, parce que je suis bulgare, donc vous pouvez me soupçonner de vouloir imposer l'un des points de vue. Justement, mon intérêt, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de points de vue et qu'aucun de ces points de vue ne devrait être privilégié. Donc j'ai pris une carte qui est en macédonien. Vous voyez les appellations des trois parties de la région géographique macédoine qui en fait correspondent à des frontières. Alors la première partie, qu'on devrait appeler Macédoine du Vardar, elle coïncide avec le territoire de la République de Macédoine que les Grecs refusent d'appeler avec ce nom. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'évolution de la question macédonienne dans les derniers mois. Il y a 10 jours, il y a eu un référendum en Macédoine du Vardar. Il devait se prononcer sur l'accord qui avait été conclu entre les deux gouvernements macédoniens et grecs sur un nom. Et le nom qui a été soumis au vote populaire, c'était Macédoine du Nord. Alors, est-ce que le référendum est réussi ou non? Je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a les deux interprétations. Alors, la première, c'est que oui, c'est un référendum réussi, parce que plus de 90% des gens qui sont allés voter ont répondu oui. On est d'accord que notre République s'appelle Macédoine du Nord. Mais il devait atteindre le seuil de 50%, ce qui n'est pas le cas, et donc ce n'était pas réaliste d'atteindre ce seuil. Donc ceux qui n'étaient pas d'accord, ils disent que le référendum a échoué. Donc, on va suivre dans les prochains mois la situation et une éventuelle reconnaissance de ce vote de la population de Macédoine. Alors, on l'appelle République de Macédoine, c'est le point de vue des Macédoniens eux-mêmes, mais comme vous voyez aussi, en dehors de la République de Macédoine, il y a aussi quelques territoires qui se trouvent actuellement en Albanie et dans la Serbie du Sud, à côté et puis une toute petite partie du Kosovo. Après, deuxième partie, la plus petite, Macédoine du Pirine. Pirine est le nom d'une des montagnes bulgares qui fait partie de ce territoire. Et les Macédoniens, nos voisins, parlent de Pirinska Makedonia. On traduit comme Macédoine du Pirine. Et puis vous avez la troisième partie qui, sur cette carte, et ce sont les Macédoniens qui l'ont représentée comme ça, qui est la plus grande comme territoire, la plus étendue. Bien sûr, il faut dire que la population d'origine macédonienne n'est pas majoritaire dans ces territoires. Donc on parle ici de notions géographiques de Macédoine, mais c'est la Macédoine égéenne, Egeiska Makedonia. Et puis, bien sûr, on peut parler, selon les périodes historiques, de la Macédoine antique, Macédoine romaine, byzantine, ottomane, Macédoine yougoslave. Donc, beaucoup de réalités géographiques et historiques qui se cachent derrière cette appellation de Macédoine. Alors, je continue avec deux cartes. D'ailleurs, on m'a demandé, pour annoncer la conférence, une illustration. Moi, j'avais envoyé deux cartes avec l'idée que les deux seraient publiées l'une à côté de l'autre. On a choisi l'une des deux et ce n'était pas celle-ci, c'était l'autre.
le point de vue serbe. Tant mieux, parce que, comme je l'ai dit, je ne veux pas imposer de point de vue bulgare sur la situation. Alors, on va commencer ici par le point de vue bulgare, quand même. Alors, c'est une carte de 1913 qui est, dont les auteurs sont des Américains, donc ce ne sont pas les Bulgares, mais les Américains ont voulu représenter sur cette carte ce que les Bulgares pensaient de la composition ethnique de la région. Et donc, comme vous voyez, la majorité ici, en couleur verte, pour les Bulgares, ce sont des Bulgares. Bon, après, il y a de petits territoires qui sont peuplés par des Albanais, un peu de Valaques, et ce qui est en bleu, ce sont des Grecs. Alors, il y a les Russes, mais les Russes, c'est vraiment une toute petite partie. Ils sont représentés dans le cadre du mont Athos, qui est une république monastique en Grèce, sur l'un des bras de la péninsule de Chalcidique. Alors, le point de vue serbe est fort différent. Alors ici, les Bulgares sont représentés à l'est. Ce qui était considéré comme la population bulgare est divisé entre serbo-croates au nord et au sud. Le terme qu'ils ont utilisé, c'était les Slaves de Macédoine. Bon. Ce qui correspond peut-être à macédonien comme ethnonyme. Mais en même temps, et ça c'est une nuance qui est significative, on parle de serbe de langue albanaise. Donc être serbe, ce n'est pas lié à la langue qu'on parle, selon ce point de vue. Et bon, après, vous avez aussi des Roumains ou Koutsovalaks, ceux qu'on appelait Valaques dans l'autre carte. Alors, pour vous donner une idée, bien sûr, ça, c'est lisible pour quelqu'un qui a l'habitude de lire le cyrillique. Vous avez la traduction en français en bas. J'ai choisi cet extrait dans une présentation de la Journée européenne des langues, parce que le site est développé par le Conseil de l'Europe et la Macédoine, République de Macédoine, peut-être Macédoine du Nord un jour, ou bien vous savez quel est le nom que les Grecs ont imposé et qui est utilisé officiellement dans toutes les institutions internationales, l'ONU, etc. C'est Former Yugoslav Republic of Yugoslavia, qui donne le sigle affreux de FYROM. Donc les Grecs veulent que le pays s'appelle FYROM, et j'ai entendu des Français dans des exposés, surtout quand ils représentent une institution, ils parlent de la FYROM. Donc, ne vous étonnez pas, la FYROM, c'est le même pays que j'appelle la République de Macédoine. Donc, ils sont membres du Conseil de l'Europe et il y a le texte dans leur langue. Alors, on peut voir le macédonien en premier, le bulgare en deuxième. Donc, bien sûr, les mots ne sont pas les mêmes, mais pour moi, il n'y a aucun problème de comprendre le texte en macédonien, et pour notre collègue ukrainienne non plus. Voilà. Donc, il s'agit de... il y a beaucoup de mots qui sont communs, mais puis il y en a d'autres qui ne sont pas les mêmes, mais que l'on comprend, justement parce que ça rappelle un autre mot de l'autre langue. Et puis vous avez aussi ici en parallèle le même texte en macédonien avec le texte en serbe. Alors là, pour le serbe déjà, j'ai une petite difficulté pour certains mots. Par exemple ici ce mot-là, maniaque, qui en macédonien est traduit par nedostatokot. Bon, aucun problème, je le comprends,
même si dans le texte en bulgare, c'était un autre mot, lipsata, mais les deux mots sont équivalents. Puis l'autre grande différence, c'est les formes des noms, des substantifs en serbe qui prennent des cas. Voilà, il y a la déclinaison qui n'existe pas en bulgare ni en macédonien. Et c'est l'un des arguments pour les Bulgares, ceux qui sont de tendance nationaliste, de dire mais c'est la même langue. Nous sommes les seuls parmi les Slaves à avoir abandonné la déclinaison des noms. Bon, les Serbes, eux, ils vont accentuer sur autre chose pour soutenir leur thèse qu'il ne s'agit pas de parler bulgare. Alors, je vais continuer avec une citation d'un grand slaviste français, Antoine Meillet, qui, en 1928, a publié un ouvrage, Les langues dans l'Europe nouvelle, qui est très moderne. Si on lit certains extraits, comme celui-ci, donc c'est comme si quelqu'un faisait aujourd'hui, et il y en a beaucoup d'ouvrages sur les langues de l'Union européenne. Mais bon, à l'époque, bien sûr, l'Union européenne n'existait pas encore. Il s'agissait de l'Europe nouvelle. C'est le terme qu'il a choisi. Et voilà ce qu'il dit sur cette situation, sur la question macédonienne. Si donc les politiciens ont réclamé les parlers de Macédoine pour tel ou tel groupe, ce qui est le cas, nous avons vu le point de vue serbe, le point de vue bulgare, les linguistes désintéressés ne peuvent que réserver leur opinion. En réalité, ces parlers n'appartiennent en propre ni à l'un ni à l'autre des deux groupes qui se les disputent. Et même si les données linguistiques avaient une netteté qu'elles n'ont pas, la ressemblance particulière avec l'autre groupe n'aurait rien de décisif. En fait, toutes les tentatives d'attirer les parlers de cette région vers le bulgare ou vers le serbe reposent justement sur la recherche de ressemblance. Mais Antoine Meillet avait compris qu'il ne fallait pas s'accrocher aux ressemblances parce que ce n'était pas là la solution de la question macédonienne. Bon, il continue, il est puéril de faire intervenir la linguistique dans des questions de frontières de cet ordre. C'est la politique qui décidera de l'avenir linguistique de la Macédoine. Et donc nous allons voir après l'évolution de la situation. Et finalement, c'est vraiment la politique qui a décidé du sort de cette parlée. Là où, comme dans les Balkans, il n'y a jamais eu en fait qu'une même civilisation slave, et où, comme en Macédoine, des influences bulgares et des influences serbes se sont succédées pour aboutir ensuite à une longue interruption des deux influences sous l'Empire ottoman, toutes les deux passagères, toutes les deux superficielles, donc il parle ici des influences bulgares et serbes, la question du caractère serbo-bulgare de tel ou tel parler a peu de sens linguistique et moins encore de portée pratique. Donc ça, c'est le point de vue exprimé par le grand slaviste Antoine Meillet en 1928. Et en fait, je pense que sa position se rapproche beaucoup de ce qu'on appelle the Army-Navy Statement, ce que je trouve dans un ouvrage de sociolinguistique, l'un des plus connus dernièrement. Il est maintenant à sa 7e édition, Introduction to Sociolinguistics, dans lequel on a utilisé le terme de Army-Navy Statement, qui pourrait être exprimé en français comme une langue est un dialecte avec une armée et une marine. Bon, bien sûr, c'est très approximatif, ce n'est pas très scientifique, mais ça donne une idée de ce que ça veut dire une langue pour les sociolinguistes. Elle repose sur deux notions, pouvoir et solidarité. Donc ce n'est pas toujours le pouvoir qui joue en faveur de la reconnaissance
d'une langue et de l'identification à une langue. Alors, d'une part, la langue est le plus puissant de tous les dialectes, mais le pouvoir de ce dialecte est dû à des facteurs extra-linguistiques, ce que disait Meillet, le processus de standardisation des langues est de nature sociopolitique. C'est le point de vue exprimé par Meillet. Mais d'autre part, il y a aussi le sentiment de solidarité. Il peut guider les locuteurs dans la préservation de leur dialecte ou de leur langue minorée. Et dans ce cas, il s'identifie à une langue et pas à un dialecte. Et il revendique la reconnaissance, ce qui a été le cas du macédonien. Alors, le titre de mon intervention aujourd'hui, de ma conférence, a été inspiré par un article d'un slaviste et sociolinguiste en même temps, américain, Victor Friedman. C'est la première thèse de doctorat sur la langue macédonienne, soutenue aux États-Unis en 1975. Donc vous allez voir que c'est... Bon, la langue macédonienne a été créée, entre guillemets, ou standardisée en 1944-45. Donc c'est 30 années plus tard qu'il y a une thèse à l'étranger sur le macédonien. Et le directeur de thèse de Friedman était Horace Lunt, qui est l'auteur de Old Church Slavonic Grammar, la 7e édition est de 2001. Et puis il a publié aussi, mais ce n'est pas le résultat d'une thèse de doctorat, en 1952, dans quelques années après la publication des ouvrages en macédonien, il a publié en anglais la première grammaire, A Grammar of the Macedonian Literary Language. Donc il ne s'agit pas de description des parlers macédoniens, mais d'une description de cette langue qui avait été standardisée. Friedman est directeur de ce centre auprès de l'Université de Chicago, Center for East European, Russian and Eurasian Studies. Alors, il connaît pratiquement toutes les langues des Balkans et aussi des langues slaves, on le voit, le russe, mais il est devenu spécialiste aussi des langues du Caucase, bon, de certaines langues du Caucase, parce qu'elles sont nombreuses. Et donc, il a publié un article dont le titre en anglais est « Linguistic Emblems and Emblematic Languages », ce qui m'a permis de parler de langue emblème. Et le sous-titre est « On Language as Flag in the Balkans ». Voilà, la langue vue comme un drapeau, comme une bannière. Dans cet article, Friedman décrit et insiste sur le caractère multilingue du contexte des Balkans pendant plusieurs siècles. Non seulement la région est multilingue, mais il y a dans cette région, au moment des empires, des locuteurs qui sont plurilingues, qui parlent au moins 3, 4, parfois 5 langues. Dans les deux empires qui contrôlaient la région, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman, ça c'est un autre aspect particulier des Balkans, l'identité reposait surtout sur la religion et moins sur la langue. Par exemple, le statut fiscal des sujets de l'Empire ottoman dépendait de leur religion, musulmans ou non musulmans. Les musulmans payaient moins d'impôts. La nationalité était définie à travers une notion en turc, millet. On appelait comme ça la communauté définie sur la base de critères religieux. Et ce terme était utilisé par exemple pour parler d'une partie des Roms qui étaient musulmans ou chrétiens. On disait aussi chrétiens orthodoxes de l'Est, mais on pouvait parler de grecs orthodoxes et ça ne voulait pas dire que ces gens-là parlaient le grec. Ils le parlaient peut-être un peu pour faire
pour communiquer avec les Grecs, mais ils n'étaient pas de langue maternelle grecque. Et ces orthodoxes de l'Est, chrétiens orthodoxes, étaient sous la tutelle du patriarcat de Constantinople, qui était dominé par les Grecs. Ils admettaient aussi des ecclésiastiques des autres langues, des représentants des autres langues des Balkans, mais ça a toujours été contrôlé par des Grecs. On les appelle les phanariotes. Et aussi, turc ne voulait pas nécessairement dire locuteur du turc, mais très souvent, on désignait comme turc tous les musulmans qui pouvaient parler différentes langues. Et Friedman conclut dans son article la complexité de la situation linguistique en Macédoine correspondait à une complexité qui donna naissance au XIXe siècle et au début du XXe à des revendications territoriales diverses pour des territoires qui se chevauchaient. Et ce chevauchement des territoires revendiqués, on peut le voir sur cette carte allemande de 1903 qui a essayé de représenter les sphères d'intérêt linguistique en Macédoine. Donc, en fait, ça c'est la grande carte, et dans le coin, en haut à droite, vous avez cette petite carte qui représente les sphères d'intérêt linguistique. Et j'ai essayé de la zoomer ici dans cette partie. Et donc on peut voir en jaune, ce sont les revendications bulgares. En bleu, les revendications serbes, comme vous voyez, ils se superposent, se chevauchent avec une partie de ce qui était revendiqué par la Bulgarie. Et puis le grec est en gris ici, il remonte vers le haut. Et donc vous avez une superposition de ces trois sphères d'intérêt. Les Allemands les ont appelées sphères d'intérêt linguistique. Alors ça a bien sûr provoqué les guerres balkaniques et après des conflits qui se sont reproduits au moment de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Alors je vais passer maintenant à un point de vue qui est différent. Dans Victor Friedman, il dit qu'il faut comprendre la complexité de la situation macédonienne et il est pour la reconnaissance d'une langue, même si elle est de création récente. Un autre slaviste autrichien de l'université de Salzbourg, Otto Kronsteiner, a publié un article qu'il a intitulé The Collapse of Yugoslavia and the Future Prospects of the Macedonian Literary Language, a Late Case of Glossotomy. Alors, j'ai mis la glossotomie comme l'un des termes dans le résumé de cette conférence, parce que ça, c'est un point de vue qui est très différent. Donc, c'est le point de vue de celui qui regrette ce qui s'est passé en Macédoine. Pourquoi une partie d'une langue, qui est le bulgare, a-t-elle été séparée du reste? Donc, c'est vécu comme une perte de la part de la langue bulgare. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce slaviste autrichien avait été, à l'époque communiste, honoré par le titre docteur honoris causa d'une des universités bulgares, mais ce titre lui a été retiré en 2001, et d'ailleurs, la plupart des slavistes que j'ai déjà mentionnés, Friedman et Lant, ils ont été proclamés ennemis de la Bulgarie par les intellectuels bulgares parce qu'ils n'avaient pas soutenu le point de vue bulgare, qu'ils avaient pris des positions qui ne coïncidaient pas avec ceux de la linguistique bulgare et de la slavistique bulgare. Bon, c'est le cas apparemment aussi de ce slaviste autrichien
non pas parce qu'il avait reconnu le macédonien, parce qu'il ne l'a pas vraiment fait, mais parce qu'il avait suggéré la substitution de l'alphabet cyrillique par l'alphabet latin. Donc ça, c'était suffisant pour lui retirer le titre, qui est normalement un titre scientifique et qui ne devrait rien avoir avec la prise de position politique. Alors, pour Kronsteiner, macédonien était un toponyme, il n'a jamais été un glossonyme avant 1944, mais il est devenu. Alors, cette méthode de la séparation linguistique, qu'il appelle la glossotomie, d'après lui, sera appliquée à plusieurs reprises à la fin du XXe siècle avec des motivations politiques. Et il donne une série de cas qui sont tous liés au contexte du communisme. Vous avez d'abord la glossotomie entre le roumain et le moldave. Le moldave est une langue qui a été proclamée langue officielle de la République soviétique de Moldavie. Et le moldave s'écrivait avec l'alphabet cyrillique, ce qui est contraire à la tradition du roumain. Maintenant qu'ils ont récupéré leur indépendance, ils sont revenus à l'alphabet latin. Bon, après, il y a le cas du finnois et d'une partie des parlers finnois qui ont été proclamés langue à part le karélien dans la République soviétique autonome de Carélie. Le cas de deux langues de la famille des langues turques, le tatar et le bashkir, toujours dans le cadre de l'ex-Union soviétique. Maintenant, ils sont en Fédération de Russie, et aussi entre le turc et le gagaouze. Donc, pour Kronsteiner, la séparation linguistique du macédonien se range dans ce paradigme, et c'est entièrement un cas qui devrait être revu. Mais ça n'a pas été le cas. La Macédoine est un État indépendant depuis 1992. Nous sommes en 2018 et ils ne sont pas revenus sur leur position. Ils sont très attachés à cette identité. Donc pour eux, macédonien est aussi, non seulement un toponyme, mais aussi un ethnonyme, un glossonyme. Voilà, ça c'est la position de Kronsteiner. Alors je passe maintenant au point de vue exprimé par notre sociolinguiste qui est suisse, qui travaille à l'université de Lausanne, Patrick Serriot. Donc il a publié un article intitulé « Faut-il que les langues aient un nom ?» le cas du macédonien, et il explique bien la position officielle. Donc là, c'est un article en français, je le cite dans l'original. La position officielle des linguistes bulgares est que la langue écrite officielle macédonienne est une création artificielle sans aucun fondement dans la réalité linguistique. Et le terme qui a été utilisé par l'Académie des sciences bulgares et qui est adopté généralement en Bulgarie par les gens qui expriment une position sur la question macédonienne, c'est celui-ci. C'est une forme régionale de la même langue, du bulgare. Alors, la position macédonienne est que le macédonien, non seulement existe, mais encore qu'il est aussi en parle. Là, ça, on entre déjà dans des nuances qui provoquent parfois des réactions de la part des peuples voisins. Les Macédoniens de la Macédoine du Vardar, ils disent que leur langue est aussi ancienne que les lettres slaves elles-mêmes. Pourquoi? Parce que le parler des apôtres slaves, Cyril et Méthode, était un des parlers qui sont dans le territoire de la Macédoine géographique, donc à partir du IXe siècle. Et donc pour les Macédoniens, tout ce qui, à partir du IXe siècle, a été créé dans
en langue slave appartient à leur histoire, à leur passé, ça fait partie de leur patrimoine, et ça, les Bulgares ne veulent pas l'accepter, et les Grecs non plus. Voilà le terme. Alors, les Grecs aussi, ils ont une position qui est un peu extrême sur certains points. Ils disent que Makedonica ne peut pas être appliqué à une langue slave, que ça doit être appliqué uniquement au dialecte grec parlé en Macédoine grecque. Donc cette partie que nous avons vue sur la carte macédonienne, qui était appelée la Macédoine égéenne, à côté de la mer Égée. Et la grecque, qui revendique une sorte de copyright sur le nom de macédonien, elle proteste contre l'utilisation de l'ethnonyme et du glossonyme, qui, d'après les Grecs, c'est une citation que Syrio a citée, ça a été, est et sera toujours grec. Et alors, ils sont très en colère contre ce que vous voyez sur l'image. Ça, c'est un bâtiment moderne d'il y a 10-15 ans, construit à Skopje, la capitale de la République de Macédoine. C'est le musée archéologique de la Macédoine. Donc vous voyez le style dans lequel le bâtiment a été construit, et tout le centre-ville de Skopje est refait dans ce style-là, qui revendique une appartenance à l'Antiquité grecque. Et d'ailleurs, cette controverse Grèce-Macédoine se répercute sur le choix du drapeau. Alors, vous avez ici 3 versions. Tout d'abord, ce que vous voyez sur fond bleu, c'est le drapeau de la province de Macédoine en Grèce. Donc, ils ont choisi l'étoile qu'on appelle Soleil de Vergina. Pourquoi? Parce qu'il se trouve sur le couvercle du larnax, cet objet-là, pour les archéologues, c'est un larnax, qui contient les dépouilles de Philippe II, le roi de la Macédoine antique. Et il en représentait sur le drapeau de la région sur laquelle il prétend avoir le copyright. Et alors, les Macédoniens, ils sont devenus un État indépendant, donc ils devaient choisir un drapeau. Ils ont pris le même soleil de Vergina sur fond rouge. Et la Grèce a protesté, donc ils ont fini par faire un compromis. Donc ils ont gardé un soleil, mais ce soleil, comme vous voyez, n'a pas 16, mais 8 rayons. Et puis, les rayons arrivent jusqu'au bord du drapeau. Voilà, un compromis suite à cette controverse. Alors, je vais essayer peut-être d'aller un peu plus rapidement. Oui. Alors, je continue avec un autre slaviste. C'est un Finlandais. Cette fois-ci, de l'université d'Helsinki. Il exprime dans un article récent de 2008, parce qu'on lui a reproché de prendre la partie macédonienne contre le point de vue bulgare. Et ça, c'est juste l'un de ces nombreux slavistes que la Bulgarie a renié comme étant des ennemis. Voilà ce qu'il dit dans cet article. La plupart des slavistes, en dehors de la Bulgarie, considèrent le macédonien comme une langue à part, bien qu'ils ne voient pas une distinction absolue entre macédonien et bulgare. Et là, on voit qu'il est assez modéré dans son point de vue. Il dit que cette distinction absolue est profondément ancrée dans le passé, que voient les linguistes macédoniens. Pour lui, c'est une exagération aussi. Au XIXe siècle, beaucoup de Macédoniens
y compris l'auteur de cet évangile, appelaient leur langue bulgare. Mais au XVIIIe siècle, beaucoup d'entre eux n'avaient pas de nom ethnique pour leur langue. Donc on est dans un cas d'absence de glossonyme. Donc on devait après trouver un glossonyme qui n'était pas courant. Lindstedt, dans son article, insiste sur le caractère relatif de ces identités ethniques et linguistiques sur le plan historique. Et il dit que les Bulgares considèrent que l'histoire de la Macédoine constitue une partie intégrante de l'histoire bulgare, ce que les Macédoniens rejettent de façon catégorique. Et vous avez ici une image de 2 pages de l'Évangile. Il est intéressant parce qu'il est bilingue. Donc vous avez dans les 2 colonnes le texte en grec à gauche et en parler slave de cette région dans la colonne de droite. Alors, dans les 2 cas, c'est l'alphabet grec qui est utilisé. Donc, c'est du slave écrit avec l'alphabet grec, ce qui était courant à l'époque, et ça se faisait aussi pour d'autres langues de la région, l'albanais et le valaque, qu'on appelle l'aroumain dans les classifications des romanistes. Alors, il y a d'autres documents qui ont été publiés par des slavistes français, en l'occurrence. André Mazon, il a publié en 1936, par exemple, des documents qui sont dans cette zone qui est comprise dans la région géographique macédoine et aussi qui se trouve aujourd'hui en Albanie, dans la région de la ville de Korça. Et André Vaillant, ensemble avec un slaviste italien, Ciro Gianelli, ils ont publié en 1958 un lexique d'une autre région de la Macédoine égéenne. Et ce qui est intéressant ici, donc j'ai trouvé le texte de ce lexique sur un site macédonien basé en Allemagne, donc le point DE. Il y a un commentaire sur ce site fait par des Macédoniens. L'étiquette bulgare est utilisée dans ces textes et je cite ici en anglais, l'utilisation de bulgare pour eux c'est remnant terminology that had remained in use largely due to Macedonia's former location within the Bulgarian Empire. Donc on a vu, ils se réfèrent à une période historique et ils disent que ça c'est quelque chose qui est resté depuis et que ça c'est une apparence qui devrait être corrigée. Bon, de toute façon, ça confirme ce que disait le slaviste finlandais. Il n'y avait pas d'ethnonyme. Il n'y avait pas de glossonyme non plus, donc ils ont utilisé bulgare sans que ce soit nécessairement une identification ethnique ou linguistique. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette région que Friedman caractérisait comme multilingue, il y avait plusieurs langues qui étaient en compétition. Il y avait le slavon ecclésiastique, donc cette langue du IXe siècle, créée par Cyril et Méthode. Donc il y avait encore une tradition qui avait survécu les empires ottomans, surtout l'empire austro-hongrois. Mais en même temps, le grec était utilisé, on l'a vu dans le texte de l'Évangile. C'était une langue de prestige. Souvent, les chrétiens, qu'ils soient bulgares, macédoniens, valaques, étaient scolarisés en grec. Donc ils utilisaient la langue grecque. Et il y avait à côté du slavon et du grec aussi les vernaculaires à base de différents dialectes, souvent slavonisés. Donc il y avait une superposition de ceux qui connaissaient le slavon. Ils étaient influencés par leur connaissance du slavon ecclésiastique. Et puis un autre élément, c'est que les Macédoniens et les Bulgares ont mené ensemble, pendant la fin du XIXe siècle,
une lutte pour la reconnaissance religieuse comme des communautés religieuses à part contre les phanariotes qui étaient des Grecs et qui dominaient le patriarcat de Constantinople, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après la création d'un exarcat bulgare dans les années 70 du XIXe siècle, il y a une séparation entre des villages qui étaient passés à l'exarcat et d'autres qui étaient restés fidèles au patriarcat. Donc on les appelait exarchistes et patriarchistes. Donc il y avait déjà une division entre peut-être ce qui va donner ensuite lieu à la glossotomie du macédonien. Et cette carte qui est de 1903, publiée par l'Istituto Geografico de Agostini, nous donne une idée de la proportion des écoles grecques, donc ça veut dire des gens qui, tout en étant de langue maternelle slave, étaient scolarisés en grec. C'est la couleur rouge. Puis, vous voyez, il y en a pas mal qui étaient scolarisés en bulgare et très peu en roumain et en serbe dans cette région. Alors, je vais passer à la question de la glossotomie en pratique. Donc, vous avez ici, sur ce bout de papier, avait été envoyé à toutes les écoles dans la République de Macédoine, nouvellement créée, pour leur annoncer quel alphabet ils devaient utiliser à partir de cette date. Et cette décision a été prise le 12 août 1944. Et pour commémorer cet événement, la glossotomie, pour certains, la création enfin d'une langue, d'un alphabet pour cette langue, la Yougoslavie a publié ce timbre. Qu'est-ce qu'il représente? Vous voyez, il y a un bâtiment, une église. En fait, c'est un monastère, parce que c'est dans un monastère que cet acte de création d'une nouvelle langue a eu lieu. Alors, il y a eu des débats dans la commission orthographique créée par la Yougoslavie communiste, hein, c'est la Yougoslavie de Tito, qui, la première, reconnaît l'existence d'une langue appelée le macédonien. Et donc, ils ont dû renoncer à certaines lettres de l'alphabet serbe, comme celle-là. Elles ont été remplacées par des lettres surmontées d'un accent. Enfin, ce sont des consonnes, mais surmontées de l'accent aigu, en fait. Et un parallèle que je pourrais faire ici. D'ailleurs, la prononciation de ces deux sons est très proche des deux consonnes qui sont représentées par les intricciate en corse. Donc, ce sont des consonnes palatales, mouillées, Dieu, Dieu. Voilà. Donc, elles ont des caractères spécifiques. Puis, cette lettre du bulgare a été complètement rejetée. Vous ne la verrez pas dans un texte en macédonien. Par contre, on a adopté ces lettres-là qui sont serbes, alors que le bulgare utilise un digraphe pour la dernière, puis des lettres du bulgare que vous ne trouverez pas dans un texte en macédonien pour faire le pendant de l'autre digraphe. Pour que ce ne soit pas un digraphe utilisé par les Bulgares, ils ont introduit quelque chose qui n'existe ni en serbe ni en bulgare, donc le S de l'alphabet latin, mais avec la valeur d'un Z, donc d'une affriquée. Et il y a très peu de mots d'ailleurs qui utilisent ce son, mais il a eu droit à une lettre à part. Bon, ce sont les ouvrages qui ont été publiés. Il fallait absolument qu'il y ait une description de cette nouvelle orthographe et une grammaire du macédonien.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette langue créée en 1944, elle est associée aussi à une époque historique et à la lutte antifasciste de la Yougoslavie et la participation du peuple de Macédoine à cette lutte antifasciste. Donc pour eux, cette langue, cet alphabet symbolise aussi le mouvement antifasciste en Macédoine. Voilà, ça c'est un extrait de la grammaire dont nous avons vu ici, la grammaire macédonienne, de la première grammaire. Et il explique que cette langue littéraire, le terme qu'ils utilisent pour dire le standard, est le fruit de la lutte de libération nationale. Je vois ici un emblème. AVNOI, c'est le sigle de Conseil antifasciste de libération nationale de Yougoslavie. Donc c'est eux qui ont reconnu le peuple macédonien et avec sa langue. Un peuple à part et une langue à part. Et ça s'est fait de manière solennelle devant les représentants des peuples yougoslaves et des États alliés, vainqueurs dans la Deuxième Guerre mondiale. Bon, le choix du dialecte. Et justement, c'était très important de ne pas utiliser cette lettre-là, qui existe d'ailleurs en russe avec une valeur différente qu'on appelle tvrd-znak, alors qu'en bulgare, c'est une vraie voyelle qui est prononcée, c'est la voyelle neutre du bulgare. Je ne sais pas si en ukrainien elle existe. Non. Voilà, donc on la voit en russe, mais avec une utilisation très restreinte. Et en bulgare, elle est fréquente. Vous ne la verrez pas en macédonien. Et ici, à travers les billets de banque, je montre que le macédonien n'était pas reconnu. On ne pouvait voir aucun texte en macédonien au moment du royaume, qui s'appelait Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, alors que dans la République yougoslave, socialiste, fédérative, après la Deuxième Guerre mondiale, on a déjà, voilà, vous voyez, on a la première ligne et la troisième sont en cyrillique. Le premier, c'est pour le serbe et la troisième pour le macédonien. Et puis là, vous avez l'appellation de la devise au pluriel, hein, parce que ce sont 50 000 dinars. Donc vous l'avez au génitif pluriel dans les deux alphabets. C'est le serbo-croate, qui n'existe plus d'ailleurs, parce que maintenant on a le serbe et le croate. Mais après, vous avez le slovène avec un génitif pluriel qui est différent. Et vous avez dinari sans génitif, parce que le macédonien, comme le bulgare, a perdu les K. Et donc, je fais une suggestion ici, avec l'ouvrage Intricciate e Cambiarine. Donc, je cite Alain Di Meglio parce que je t'ai entendu dans une interview que tu donnais et où tu as appelé Pascal Marchetti et Domenico Antone Geronimi les pionniers de la langue corse. Alors on peut dire qu'avec cet ouvrage, c'est réalisé la glossotomie dans le contexte corse, parce que c'était la rupture avec l'orthographe italienne. Et puis je cite, pour faire un parallèle avec ce que disait la grammaire du macédonien, sur le contexte dans lequel s'est faite cette séparation linguistique, donc dans cet article il faut dire Marcellesi, voilà, de Jean-Baptiste Marcellesi, qui est de 2001. Donc il dit qu'il y a eu des tentatives pour nier l'appartenance italique du Corse et qu'une démarche de l'inconscient collectif insulaire était parallèle à un millénaire de lutte pour échapper à la domination politique de la péninsule. Voilà. Donc peut-être que ces jeux de
d'identification par la langue relèvent du même paradigme dans la région de la Macédoine et de l'île de Corse. Alors, là, je ne suis pas obligé de m'arrêter, mais c'est intéressant de voir que ces deux sociolinguistes américaines, Judith Irvine et Susan Gall, ont utilisé le macédonien ensemble avec les langues à clic. Ce sont des associations curieuses. Donc, elles ont pris 3 exemples pour illustrer leur théorie de language ideology and linguistic differentiation. Elles retrouvent 3 procédés sémiotiques qui se répètent dans le cas des langues à clic en Afrique du Sud, dans la situation linguistique au Sénégal et la situation de la Macédoine. Alors, pour illustrer l'iconisation, elles disent que les Bulgares mettent l'accent sur la grammaire analytique du macédonien, donc la perte des cas, de la déclinaison, alors que les Serbes, au contraire, sur les affinités phonologiques, qui sont plus évidentes. Alors, les Grecs, qui ne peuvent accentuer ni sur l'un ni sur l'autre, elles mettent l'accent sur le lexique grec, qui est en fait un lexique emprunté. Alors, pour les Serbes, c'est un autre cas d'iconisation. Comme ils voient dans la perte de la déclinaison une simplification de la langue, ils associent le macédonien à une langue simple, trop facile, mais ils ne parlent pas, et ça c'est pour illustrer le deuxième procédé sémiotique, l'omission. Donc ils ne parlent pas de la morphologie verbale du macédonien, qui, elle, est beaucoup plus complexe que celle du serbe. L'omission, on la voit aussi sur les cartes ethnolinguistiques qui n'indiquent plus le bilinguisme ou le plurilinguisme dans les différentes zones, qui les indiquent comme unilingues, grec ou serbe ou bulgare. Et puis le troisième procédé, la récursivité, on le voit au moment de la standardisation des langues nationales, qui s'est faite par élimination des traits ressentis comme étrangers, iconisés comme étrangers, ou appartenant aux langues des voisins. Alors je vais essayer de terminer peut-être. Voilà. Donc ça c'est un ouvrage récent qui est publié en anglais et dans lequel il y a un article sur la standardisation du macédonien. Donc j'ai essayé de traduire un extrait. Čavdar Marinov, c'est un Bulgare qui a fait sa thèse à l'EHESS à Paris. Donc, sa thèse est en français, donc vous pouvez la lire. Mais ici, dans cet ouvrage qui est entièrement en anglais, il parle de la situation de Macédoine. Voilà ce qu'il dit. Les débats au sein de la commission orthographique sur la standardisation du macédonien reflètent, quoique indirectement, les anciens clivages identitaires en Macédoine. Et il dit que ces clivages n'ont pas ravivé la vieille rivalité entre Bulgares et Serbes en Macédoine du Vardar, mais ils ont seulement produit des articulations alternatives de l'identité nationale macédonienne, dont l'une était plus fidèle à Belgrade que l'autre. Voilà, ça c'est pour illustrer la position de l'Académie bulgare des sciences dont j'ai déjà parlé. Ce qui est intéressant, c'est que dans une brochure qu'ils ont publiée à l'époque communiste, ils ont associé la situation de la langue macédonienne à celle d'une toute petite minorité dans le Banat en Roumanie, qui a aussi sa propre forme régionale écrite de bulgare, utilisant l'alphabet latin, mais bon, c'est ridicule parce que là, il s'agit d'une petite communauté de 7 000 à 10 000 locuteurs, alors que les gens qui parlent
le macédonien sont au moins 1,5 million dans le cadre de la République de Macédoine. Et puis, voilà, ici, on voit que les isoglosses représentaient sur cet atlas des dialectes qui englobe le territoire, enfin, ce que pour les linguistes bulgares couvre le territoire linguistique du bulgare, ce sont des isoglosses qui traversent les frontières. Mais ça, Antoine Meillet l'avait déjà expliqué en 1928, qu'on ne devait pas privilégier des critères purement linguistiques. Bon, une autre occasion de faire un parallèle. Alors, j'ai ici reproduit une carte qu'on trouve depuis quelques années sur Internet, Mappa delle lingue gruppi dialettali d'Italia. Et bon, vous voyez que la Corse n'est pas représentée. Donc, ils n'ont pas fait comme les Bulgares qui incluent toute la Macédoine dans leur carte dialectale, mais la langue corse, elle est sur la carte parce que le corse est présent en Sardaigne. Et donc, vous voyez ici, il est dans le Gruppo Toscano Corso. Et si on va vers la fin de cette liste, voilà, ils ont mis le Gallurese Sassarese et il y a aussi Corso Oltremontano. Voilà. Donc ici, par contre, oui, il y a aussi la lingua sarda dans le reste de la Sardaigne. Alors, peut-être, je dois conclure maintenant, je me suis trop... bon, pour les sociolinguistes, c'est intéressant, les notions de langue Abstand et Ausbau, qui vient de Heinz Kloss, des années 60. Lui, il a donné plusieurs exemples de langue Ausbau, et il dit que le bulgare et les macédoniens sont un cas de ce type de standardisation. Et ce qui est intéressant, c'est que le slaviste américain, qui était le premier à avoir publié une grammaire du macédonien et qui a été, dès cette époque-là, rejeté par l'Académie des sciences bulgares comme un renégat, quelqu'un qui n'a pas pris la bonne position, il dit qu'il n'y a pas de meilleure illustration du concept de langue Ausbau que nos deux langues, macédonien et bulgare, parce qu'il y a meilleure intercompréhension que celle entre les Bavarois et les Hambourgeois, que les Napolitains et les Piémontais, et que la population de deux villes qui sont aux deux bouts de l'espace serbo-croate, Niš et Senj. Bon, je vais sauter ça. Oui, et pour terminer peut-être sur quelque chose de l'actualité, il y avait un blocage des rapports diplomatiques entre la Bulgarie et la Macédoine à cause de l'appellation de la langue, du glossonyme. La Bulgarie ne voulait pas que dans le texte, le mot langue macédonienne soit mentionné. Donc il refusait de signer quelque accord que ce soit. Mais la situation s'est débloquée quand quelqu'un a trouvé la formule magique dans une des langues officielles des deux pays, en bulgare selon la constitution de la République de Bulgarie et en macédonien selon la constitution de la République de Macédoine. Alors il disait, mais ça ne veut pas dire que nous reconnaissons la langue macédonienne, c'est selon leur constitution, c'est une reconnaissance juridique, mais pas de la réalité linguistique. Et grâce à ce déblocage, nous avons maintenant, avec le nouveau Premier ministre de la République de Macédoine, Zoran Zaev, celui qui a lancé l'initiative du changement de nom et le référendum, c'est lui qui a provoqué la tenue du référendum. Donc les deux pays, et vous voyez ici les deux premiers ministres et les représentants des deux églises orthodoxes de Macédoine et de Bulgarie,
à la basilique Saint-Clément à Rome, où se trouve, dans un des niveaux souterrains, la tombe de Saint Cyril. Ça, ce n'était pas possible avant. Voilà, les conclusions, je peux peut-être les parcourir. Le corse et le macédonien sont deux cas de langue Hausbau. Leur création est relativement récente et ça provoque la difficulté de reconnaissance de la part des communautés de langue Abstand, comme l'italien ou le bulgare, on l'a vu sur les cartes. Elles ont été créées dans un état autre que celui de la communauté Abstand potentielle, pendant une période où le contexte historique et politique se caractérisait par des tensions entre ces deux états. Bon, la diglossie était différente dans les deux cas, mais bien sûr, il y a des points de divergence. Les deux langues appartiennent à des aires linguistiques différentes, romanes ou slaves. Bien sûr, l'insularité de la Corse, ça fait une situation particulière, mais on peut faire quand même un rapprochement en s'appuyant sur le relief montagneux de la Corse et de la Macédoine. Après, la reconnaissance officielle s'est faite à deux niveaux différents, national ou régional. Le macédonien est une langue qui, dans l'Atlas UNESCO des langues en danger, est qualifiée de vigorous, donc bien portante, alors que le corse est considéré comme une langue en danger. Puis il y a des différences des usages dans l'espace public. Et une dernière différence qui est intéressante, la façon dont s'est faite la standardisation. Pour le corse, on a fait le choix d'une langue polynomique, alors que le bulgare déjà avait privilégié les dialectes du nord-est, qui sont les plus distants de ce que la Macédoine a choisi, et elle, par contre, a écarté les dialectes qui avaient déjà servi de base pour une autre langue standard. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Gueorgui pour cet exposé qui, à mon sens, avait un double avantage. D'abord, il nous expose une situation géographique, géolinguistique que nous connaissions mal finalement. Hein. Moi, j'avais lu quelques bricoles là-dessus, mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus clair. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, beaucoup plus convergent, c'est que c'est un véritable cours de sociolinguistique pour nous, qui introduit une somme de concepts. Alors, c'est là qu'on se rend compte que l'appareil de Marcellese, il fonctionne de façon totalement efficace. Bon, on n'a pas parlé de satellisation, on n'a pas parlé d'individuation, on n'a pas parlé de reconnaissance-naissance, mais ce sont autant de concepts dans l'appareil marcellésien qui fonctionnent sur l'émergence du macédonien dans un processus de distanciation, de distinction du bulgare. Et ça nous montre bien que aujourd'hui, au bout d'un long processus, les linguistes, bon, avec tout le respect que je leur porte, ne peuvent plus s'inscrire dans un débat de ce type, c'est pas possible. Et puisque la langue, moi je suis de ceux qui disent aujourd'hui que les langues n'existent pas en tant que telles, ou alors qu'elles n'existent que parce que les politiques leur ont donné un nom par déclaration tout simplement politique. Ce qui ne veut pas dire que les descriptions linguistiques ne sont pas pertinentes. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Les atlas sont toujours de beaux jours devant eux. Mais en même temps, la circonscription d'une langue s'avère, à mon sens, impossible dans la mesure où les continuums sont tout le temps en action, qu'ils soient dans les diasporas ou même dans les géographies. Et bien sûr, les frontières ne cessent de bouger, ce qui nous donne cette complexité apparente. Mais l'exemple est vraiment édifiant et tu as vraiment bien fait de mettre en parallèle avec l'individuation du corps, et cette émergence-là.
qui se distingue de l'italien par glossotomie. À un moment donné, bon, 71, c'est vraiment un moment de synthèse et un moment de rupture affirmée. Quant au nom des langues, on connaît le même phénomène, c'est-à-dire que lorsque le corse doit être identifié pour que les dialectes et les patois de France soient éradiqués dans le cadre de la politique de la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle, à ce moment-là, on ne sait pas nommer le corse. C'est-à-dire que les avocats, l'avocat Barrère ou l'abbé Grégoire, qui ont en charge justement l'éradication la politique d'éradication des patois et dialectes en France, sont incapables de dire la langue corse, bien entendu, mais ils ne disent pas non plus le dialecte corse. Ils parlent d'italien de Corse. Et sous le terme d'italien de Corse, on entend soit l'italien des érudits, des clercs, des classes les plus hautes, soit le corse des villages qui est déjà en place au XVIIIe siècle dans la variation dialectale que l'on connaît plus ou moins aujourd'hui par atlas linguistique. Voilà, je ne vais pas refaire moi une conférence, mais je tenais vraiment à souligner tout l'intérêt de ce parallélisme-là, à la fois parce qu'il nous amène dans une région mal connue, mais en même temps parce que nos appareils descriptifs dans un premier temps, mais aussi nos appareils de légitimation pour la Macédoine, les Bulgares c'est peut-être autre chose, fonctionnent et de toute façon personne n'a raison, personne n'a tort et ceux qui ont raison finalement c'est les politiques qui sont en place à ce moment-là. Je vais donner la parole tout de suite à la salle pour te poser des questions. Moi c'était une remarque un petit peu générale comme ça pour te remercier. Nicolas. Alors d'abord, merci pour cette présentation et ce parallèle. C'est vrai que lorsqu'on entend la description et on va dire le processus d'individuation de cette langue macédoine, on est obligé de faire un parallèle avec la langue corse. Et finalement, c'est vrai que c'est une région qu'on connaît peu, mais lorsqu'on lit les sociolinguistes qui se sont penchés sur ces situations, on les connaît, hein, qu'ils soient américains, qu'ils soient finlandais, etc. Ce sont des références pour nous aussi. De réfléchir effectivement sur la naissance et puis finalement, qu'est-ce qu'une langue, hein, la grande question, c'est finalement celle-ci, la question majeure de la sociolinguistique. La naissance des langues, pourquoi elles apparaissent, comment elles apparaissent. On s'aperçoit rapidement que tous ces processus ont peu de choses à voir avec la linguistique, puisqu'on a ici affaire à plutôt des affaires politiques, des affaires de frontières, etc. Il me semble que bon, les points de convergence, il y en a effectivement beaucoup, mais il me semble que la grande différence entre la situation sociolinguistique de Macédoine et la situation corse, c'est que, il me semble, hein, que la langue qui apparaît en 44, on va dire, qui se nomme à partir de 1944 ou 43, 44, 45, Macédoine, langue de Macédoine, est un phénomène qui est clairement politique. C'est-à-dire que c'est une mission politique et on se sert on a d'abord un pays indépendant et on a besoin d'une langue. Alors qu'en Corse, on n'a pas un pays indépendant et on aurait besoin d'une langue pour justifier l'indépendance de la région ou une autonomie ou une identité, etc. Peu importe le terme que l'on met derrière. Mais je pense que cette langue qui est toujours quelque chose de, on va dire, donc qui a un besoin extra-linguistique, il me semble que la différence est là. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, pour les défenseurs de la langue corse, et donc pour ceux qui défendent aussi autre chose, la langue est un outil pour faire avancer les revendications. Alors que ce qui s'est passé en Macédoine, c'est plutôt l'inverse. On se sert, on a l'indépendance et on a besoin d'une langue. Voilà. Il me semble que c'est la grosse divergence entre les deux phénomènes de naissance de langue. Oui, je pense que vous avez raison d'insister sur cette différence, mais un point que je n'ai pas développé, c'est que même avant 1944, il y avait déjà
une tendance de différencier cette partie-là des parlers au niveau linguistique, au niveau de l'écriture aussi des différents auteurs. Et... Oui, mais ça, je pense que ça, c'était une solution intelligente que les Bulgares et les Macédoniens n'ont pas eu. Oui, mais c'est d'accord. Ce qui s'est fait entre Bulgares et Macédoniens, c'est qu'ils ont opté pour des solutions qui privilégient une partie des parlers au détriment des autres. Ils n'ont jamais réfléchi à quelque chose de fédérateur qui aurait pu... Voilà. Alors avant tout, je vous remercie pour cet exposé extrêmement intéressant et très pertinent. Donc moi, je représente ici l'Université Corse et aussi mes langues, le russe et l'ukrainien. Et donc, je voulais dire que ce qui est sûr, que malgré les concepts très différents qui expriment les émergences des langues, il y a un point commun à tout cela, c'est que pour qu'une langue existe, il faut une volonté. Que ça soit une volonté politique, purement politique, culturelle ou autre, il faut une volonté. Et je ne suis pas linguiste, je suis plutôt comparatiste et littéraire. Et je travaille aussi en parallèle en anthropologie. Et donc, j'ai fait une comparaison entre ce que se passe en Corse et en Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à côté des concepts des langues, il y a le concept de nation. Et c'est pareil pour se sentir corse, russe, ukrainien, macédonien. Il faut une volonté. Mais bon, ça c'est juste mes remarques, mais j'ai une question quand même, une question par rapport à la littérature. Donc vous avez commencé à parler un petit peu, donc je voulais savoir, est-ce que la littérature macédonienne, si on peut dire ainsi, existe, elle existe certainement. Et donc ma deuxième question, comment elle est reçue par les Bulgares, hein? Voilà. Bon, comme j'ai dit, en Bulgarie, il y a un déni total de quelque chose de spécifiquement macédonien. Donc, les Bulgares ne connaissent pas la littérature macédonienne. Beaucoup de Bulgares n'ont jamais vu de texte écrit en macédonien. Il n'y a pas de spécialité universitaire chez nous. Si, bon, en Macédoine, oui. Voilà, elle n'est pas étudiée, ni la langue, ni la littérature ne sont pas... Et c'est la même chose, hein, c'est réciproque. À l'université de Skopje, il n'y a pas de bulgare. On fait semblant de ne pas voir l'existence de l'autre moitié. Par quoi? Par l'œuvre poétique surtout, ou c'est plutôt une littérature engagée? Oui, tout à fait. Je ne la connais pas. D'accord. Bon, désolé. Mais elle existe, bien sûr. Oui, sans doute. Ça fait maintenant 70 ans. Oui, pratiquement. C'est une question qui était un peu intéressée, étant donné que la langue ukrainienne est née, ou plutôt, on va dire qu'elle s'affirme à partir de sa littérature qui est née à la fin du XVIIIe siècle. Mais c'est une littérature particulière puisqu'il s'agit de réécrire l'Énéide de Virgile en termes burlesques. Beaucoup d'autres peuples ont fait la même chose, donc ce n'est pas un cas unique, mais on considère que la littérature écrite ukrainienne commence avec cette œuvre qui s'appelle l'Énéide, mais qui est une œuvre complètement burlesque de Kastamarov. Je vous remercie. Je vous en prie, merci. Merci Olena, tu peux réintervenir quand tu veux. Moi j'avais un petit peu la même question. C'est-à-dire que ce qui peut être intéressant dans ces glossotomies, dans ces ruptures,
c'est ce que ça engendre après en processus de réconciliation et reconstitution des grandes aires linguistiques en continuum. C'est-à-dire que je trouve très dommage, par exemple, par rapport à la remarque qui vient d'être faite, que les cultures s'ignorent, alors qu'elles sont si proches. Je crois que nous, en Corse, nous sommes, après cette rupture qui a fini d'être consommée par distanciation nette, mais qui avait déjà des épisodes très clairs, notamment par l'orthographe. Hein, c'est les mêmes phénomènes que l'on retrouve, des lettres comme ça qui deviennent emblématiques. L'intriciata Tiedi était déjà avancée par Falcucci, un linguiste dans la première moitié du XXe siècle, et qui a servi ensuite à distinguer deux groupes, l'un plus italophile, l'un beaucoup moins. Et du coup, les deux groupes étaient distingués par l'utilisation ou pas de ce signe orthographique. Et justement, là, aujourd'hui, nous avons tendance en Corse à retrouver de l'empathie, retrouver de la continuité et aller même jusqu'à justifier par rapport à la France notre proximité avec l'italien comme, dirais-je, prétexte ou comme argument majeur de l'existence du Corse. C'est-à-dire que le Corse, non seulement n'est pas un repli sur soi dans l'île, mais peut constituer une ouverture vers l'Italie, alors que cette ouverture-là était perçue, par exemple, au XXe siècle, et notamment dans sa première moitié, comme dangereuse par une situation géopolitique. Alors je me demande si aujourd'hui, la région la plus proche de la Macédoine, de la Bulgarie, n'a pas intérêt, au moins, mais la Bulgarie peut-être tout entière, à favoriser justement des échanges culturels et à reconstituer cette entité culturelle pour pouvoir faire des échanges en littérature, étudier des textes, avoir des manifestations communes, etc. Et reconstituer comme ça ce chevauchement de frontières qui, moi, me paraît très fécond. Pardon, Oui, tu peux y aller directement. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Bien sûr, je pense que les deux pays ont intérêt à reconstituer cette unité un peu perdue, mais il y a déjà des premiers pas sont faits dans le domaine du théâtre. Il y a des troupes de théâtre bulgares qui vont jouer dans les théâtres en Macédoine, parce que les gens comprennent quand ils écoutent un texte théâtral dans l'autre langue. Et le fait que la Bulgarie, qui a assuré la présidence de l'Union européenne pendant 6 mois, dans la première moitié de 2018, a beaucoup soutenu la candidature de la Macédoine comme pays qui aspire à l'adhésion. Ça peut jouer un rôle positif, je l'espère en tout cas. Moi, je crois que c'est après ces exercices de rupture et de reconnaissance mutuelle, peut-être que le XXIe siècle est un siècle de retissage des continuités culturelles comme ça, tout en respectant leur diversité. Ça me paraît en tout cas géopolitiquement intelligent. Je ne sais pas si les jeunes qui aujourd'hui ont découvert que la Macédoine n'était pas qu'une salade de légumes baignée de mayonnaise. C'est vrai que souvent, en France, il y a l'association avec la salade. Oui, je les prends un peu en main, comme on dit ici, Voilà. Et Philippe, dont tu as parlé, était bien le père d'Alexandre le Grand. Philippe de Macédoine. Oui, le père d'Alexandre le Grand. Oui. Oui, je vous en prie, madame. Je vous donne le micro. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une conférence entre les représentants de tous les États de l'ex-Yougoslavie, quelle langue est utilisée, s'il vous plaît? Est-ce l'anglais? Ah non, je ne pense pas quand même. Il y a une intercompréhension entre toutes les langues slaves de la Yougoslavie. Alors, en fait, avant, ils disaient qu'ils parlaient la même langue en Croatie, en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro. Maintenant, ils disent qu'ils parlent des langues différentes, mais c'est encore une fois
un enjeu politique et ça n'a rien changé aux langues elles-mêmes. Ils parlent chacun dans leur langue. Avec les Slovènes qui n'ont jamais appartenu à l'ensemble serbo-croate, il y a une intercompréhension aussi. Avec les Macédoniens, pareil. Donc ils peuvent parler chacun dans leur propre langue et se comprendre. Donc il n'y a pas besoin de traduction simultanée. Ça serait ridicule. Même quand on a des visites officielles de représentants de la Macédoine chez nous, en Bulgarie, on ne fait pas de traduction simultanée. Parce que parfois, on met des sous-titres pour aider les gens qui n'ont pas l'habitude d'adapter leur oreille à une... C'est ce qui nous fait bondir un petit peu en italien aussi ici. C'est-à-dire que la télévision régionale, souvent, sous-titres, met des sous-titres en français pour de l'italien, ce qui, moi, m'apparaît comme une faute, même si nombre de personnes en Corse ne sont pas censées comprendre l'italien, mais ça peut progresser assez vite. Moi, en continuité de la question de madame, j'avais aussi une question qui est un petit peu à l'inverse que celle que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire les grands blocs. Aujourd'hui, on voit bien que peut-être le monde arabe, je pensais aussi à la Mazir, qui représente une grande et vaste ère culturelle du Maroc jusqu'aux confins de l'Égypte, en passant par la Libye. Est-ce qu'il y a un monde cyrillique aujourd'hui? Est-ce que la Macédoine pourrait s'y reconnaître? Est-ce qu'à partir de cette histoire de l'alphabet cyrillique que tu as bien rappelé ici, est-ce qu'on peut reconstituer un grand ensemble culturel qui serait le monde slave qui va jusqu'à la Russie? Oui, justement, le problème du monde slave, c'est qu'il est divisé entre les deux alphabets. Il y a les langues slaves occidentales, enfin, dites occidentales, le polonais, le tchèque, le slovaque, utilisent l'alphabet latin. Et donc, leur tradition est... Et voilà, entre croates et serbes, c'est la religion qui est à la base de cette division. Qui donne la langue. C'est la religion qui impose l'alphabet en quelque sorte, puisque l'écriture vient avec la religion souvent. C'est l'alphabet cyrillique, c'est un peu l'histoire pareille. En Serbie, on utilise les deux alphabets, mais c'est un héritage yougoslave. Maintenant, ils continuent à utiliser les deux alphabets, mais ils ne peuvent pas abandonner l'alphabet serbe, justement parce qu'il est associé à la religion orthodoxe. Oui, tout à fait. Et pareil en Macédoine, au Monténégro, donc ce sont les pays de tradition chrétienne orthodoxe. Alors que ceux qui sont catholiques, ceux que je viens de citer, et les Croates et les Slovènes, bon, pour eux, ça n'a aucune valeur symbolique, le cyrillique. En fait, autrement dit, ceux qui ne sont pas orthodoxes, puisque, par exemple, les Tchèques, c'est plutôt la religion protestante, mais voilà, mais pour ça, après, c'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est que voilà, c'est vraiment qu'il y a deux alphabets qui cohabitent. Oui, quelque part, je trouve ça dommage, parce que c'est tellement beau, les alphabets. La compréhension, ça n'empêche pas la compréhension. À l'oral. À l'oral, on se comprend. Oui, nous sommes privilégiés. Les étudiants? Luganto, Micarumonde. Si, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Une dernière question. L'influence des Russes aujourd'hui dans cette partie de l'Europe. Merci. C'est une question difficile. Oui, il y a beaucoup de gens qui se sentent encouragés par la position de la Russie, qui est anti-Union européenne, dans leur sentiment anti-européen. Donc je pense que la Russie peut jouer un rôle très néfaste sur ce plan-là. Et je parle de la Bulgarie, où
Mais la culture bulgare est liée historiquement à la culture russe. Et ça ne peut pas être nié ni affaibli par les tendances politiques. Donc je pense que l'influence russe, elle existe, mais parfois elle peut prendre des tendances qui sont anti-européennes, et dans ce cas-là, on se méfie. Voilà. Bien. Oui, Olena. Ce n'est pas une question de fond, c'est plutôt une question de forme. Il y a une chose qui m'a toujours intéressée, c'est cette histoire d'article dans la langue bulgare, parce que c'est une question très intéressante pour une slave. Déjà, une langue slave, non seulement c'est une langue slave qui n'a pas de déclinaison, et comme si j'ai bien compris, c'est la même chose pour la langue macédoine, Oui, c'est ça? C'est oui, à peu oui, près la même chose. tout à fait. Mais c'est une langue où il y a des articles. Or, dans les langues slaves, il n'y a pas d'article. Ça n'existe pas. On fonctionne sans article. Et non seulement ça, ce qui m'a toujours étonné, c'est que les articles sont placés non pas devant les substantifs, ils sont derrière les noms. Ouais. C'est exact? Oui, oui, tout à fait, c'est exact. Et bon, apparemment, les deux processus se sont développés en parallèle. La perte de la déclinaison et l'ajout d'un article. Et le roumain est très révélateur sur ce point-là, parce que c'est une langue romane qui n'a pas perdu entièrement la déclinaison, contrairement aux autres langues romanes, mais a développé un article, et l'article en roumain est postposé aussi, comme en bulgare. Du grec ancien sont relativement faibles, mais je crois qu'en grec, on met l'article devant. Oui, oui. En grec, c'est devant, mais il y a un article, et on dit que ça, ce sont les effets de l'union linguistique balkanique, qui est une notion développée par des linguistes qui considèrent que les affinités linguistiques ne sont pas seulement génétiques, mais aussi aréales. Qu'est-ce que vous pensez du coup du concept des langues indo-européennes? Mais c'est un peu le même concept. Oui, mais c'est le synonyme, pas le synonyme. On ne va pas utiliser le terme péjoratif actuellement arien, on ne va pas utiliser ça, puisque dans le monde occidental, ça renvoie à des réalités tout à fait fâcheuses. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais bon, fascistes et fâcheuses, tout à fait. Donc, j'ai fait cette il paraît que des aires linguistiques peuvent donner naissance à des familles de langues, et inversement. Donc, ces deux procédés d'influence et de rapprochement et de division des langues peuvent passer dans des périodes historiques, avoir des passages de l'un à l'autre. Bon, tout ça, c'est en cours de construction et Il y a des théories qui développent ces aspects-là. Oui, mais c'est justement ce concept. Ça vaut ce que ça vaut. C'est une théorie comme une autre, c'est une hypothèse comme une autre, mais c'est justement un point qui peut rapprocher la langue corse de ce que se passe avec la langue corse et la langue macédoine, puisque nous, si on parle en ces termes, nous sommes dans les langues indo-européennes. Ah, oui, bien sûr. Bien, je crois que nous allons conclure sur ces considérations qui nous ouvrent encore d'autres horizons vers la paléolinguistique et les processus de formation des langues par aréologie ou par émergence d'individuation. Enfin, c'est un autre débat. En tout cas, Georgi, merci infiniment. Je crois que cette collaboration se continuera parce que nous attendons avec impatience les résultats de tes investigations de ces quelques jours, peut-être l'année prochaine, et puis se donner une occasion à l'issue de publication d'un retour en Corse, et puis nous peut-être aussi d'un passage en Bulgarie, à Sofia, pourquoi pas, pour exposer un petit peu ces parallélismes très féconds et qui nous ravissent à chaque fois.
Avec grand plaisir. Moi, j'espère aussi que ce n'est qu'un début Ok. de coopération. Merci à tous et à la prochaine. Merci.